Bonjour à vous, Ezoul, bon début d'après-midi. On se retrouve comme prévu chaque dimanche, lundi et mardi de 14h à 15h ici dans l'Instant Culture. On commente ce qui nous est offert en matière de culture avec des invités qui viennent nous raconter et nous parler de leur passion. Nos invités du jour, on a le plaisir de recevoir en direct dans les studios d'Alger, chaîne 3, monsieur Younes Issiakhem. C'est qui? Eh ben, c'est le fils de l'artiste peintre, l'un des pionniers de la peinture moderne, Mohamed Issiakhem. Et notre deuxième invité, c'est monsieur Riyad Kouassi, il va arriver dans quelques instants. Le neveu de Mohamed Kouassi. En ce moment même, vous pouvez aller du côté du Bastion 23. Il y a une belle exposition de Mohamed Kouassi. Il est photographe. Il a été un des premiers, un des seuls photographes. Voilà, tout à fait. Photographe, Moudjahed, il a été aussi militant de la cause nationale. En tout cas, allez-y, c'est une très belle exposition et Riyad Kouassi va nous en parler dans quelques instants. On s'installe, toute une équipe à votre service. Il y a Mohamed Toualbi à la réalisation, il y a Sadiq à la technique et il y a Mouni au streaming vidéo. Voilà, ils me parlent tous en même temps au casque, ça me perturbe, monsieur Sadiq. Et il y a au streaming vidéo Mouni et Houssine à la régie d'antenne. Badia Haddad à votre service jusqu'à 15h. On démarre notre émission en compagnie de nos deux invités qui sont bien installés. Bonjour Younes Issiakhem, merci d'être en direct avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci, et nous avons aussi avec nous Riyad Kouassi. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. Merci. Alors, je commence par vous, Younes Issiakhem. Alors le fils, hein, évidemment, c'est le rapporté hein, quand même d'être le fils de Mohamed Issiakhem. Comment en êtes-vous arrivé à lancer le site? Parce qu'on va parler de votre site consacré à l'œuvre de votre père. Vous aviez pendant longtemps dit, hein, dans certains entretiens, estimé ne pas avoir la vocation ni peut-être la compétence nécessaire pour gérer cet héritage. Pourquoi avoir changé d'avis, avoir lancé ce site? En fait, c'est un site qui a une longue histoire, hein, qu'on avait en réalité démarré il y a plus de 10 ans. On a même lancé un premier site qu'on a stoppé. Et effectivement, suite au décès de ma mère Rahma, donc en 2018, on a donné un coup d'accélérateur finalement à la réalisation de ce site qui est finalement une plateforme de partage, hein, avant toute chose. C'est-à-dire qu'on s'est dit qu'il fallait quand même que les informations du fond documentaire hein, qui est derrière ce site. Vous allez après nous donner les détails voilà, pour savoir. On parlera du sujet, soit accessible partout dans le monde, hein, parce qu'on a vraiment des sollicitations de partout, hein, quels que soient les pays. Donc voilà ce qui a fait qu'on y a été. On a hésité à le faire, puisque c'est ma mère qui s'occupait de ça avec d'autres contributeurs, dont Ja'far Inal et plein d'autres personnages importants dans cette histoire. Évidemment, nous, on est héritiers de tout ça aussi, hein, donc on veille. Donc vous êtes trois, Younes? Trois, Katia, ma sœur, Mohamed, mon frère, et moi, donc finalement à reprendre en main le sujet, à refaire ce travail dont on détaillera certainement. D'accord, tout le long de l'émission. Voilà. Alors pour vous, Riyad Kouassi, il y a une belle exposition, on peut aller la voir jusqu'au 20 février au niveau du Bastion 23. Vous êtes le neveu du photographe et militant de la cause nationale, Mohamed Kouassi. Pour le faire connaître à nos auditeurs, c'était un des premiers ou un des seuls photographes du journal Moudjahed. Tout à fait, oui, tout à fait. Donc c'est une exposition des photographies de la période 58-62, principalement, qui se tient au Bastion 23, Palais des Raïs, jusqu'au 20 février. Et c'est une réédition parce qu'on a déjà fait une exposition là-bas en 2013 qui s'était très bien passée. Et c'était la volonté de Madame Kouassi donc l'épouse de Mohamed Kouassi, de refaire cette exposition là-bas. Et on aimerait que cette exposition soit itinérante. On en parlera tout à l'heure. D'accord. Donc il y a plusieurs photos. C'est surtout la guerre de libération nationale. Tout à fait. Oui. C'était des photos c'était un témoin oculaire de cette période. Vous pouvez nous parler un peu plus de Mohamed Kouassi, pour cette génération peut-être qui ne connaît pas? Alors Mohamed Kouassi était un photographe qui s'est formé en France durant les années 50. Et puis après, en 57, il suivait, donc il était au maquis, hein, il suivait les Moudjahidines durant la guerre de libération. Et donc il prenait des photos. En noir et blanc. En noir et blanc, oui. des photos de guerre, donc des Moudjahidines, les réfugiés, les hommes politiques. Et après, suite à cela, il a aussi photographié
il a des photos de l'indépendance. Donc, et quelques révolutionnaires aussi. Et les révolutionnaires, voilà. les étrangers aussi, Oui. qui soutenaient la cause algérienne. Ouais. Le Che. Elle est très très belle, hein, la photo du Che. Tout à fait, sans son béret, qui est une photo tout à fait, exceptionnelle. avec les cheveux, tout à fait. Elle est à l'exposition? Bien sûr, Ouais. évidemment. Évidemment, c'est une photo. C'est une expo photo, pas expo vente photo. Non, c'est une expo photo. Les photos appartiennent à la famille Kouassi. À la famille Kouassi, voilà. Il y a 2 étages, donc il y a le premier et le deuxième étage. Et après, il y a aussi des photos post-indépendance, en couleur, là par contre, pour le coup, qui racontent un peu l'Algérie libérée, voilà, des photos de paysages, des photos de personnages. Et comment elle a été reçue, cette exposition de Mohamed Kouassi? Donc, j'imagine beaucoup ne le connaissent pas. Il y a eu beaucoup de curiosité, ou des gens qui sont venus connaissant le travail de Mohamed Kouassi. Disons que les anciens le connaissent. Donc, le jour du vernissage, le 26 janvier, il y avait beaucoup de monde. Ça s'est très bien déroulé. Ensuite, j'y suis retourné samedi passé. Il y avait du monde, donc pour un week-end, voilà. Donc ça attire quand même pas mal de curieux. Et c'est bien d'en parler, c'est bien d'en faire la promotion, parce bien que sûr. là, le 20 janvier, on est déjà le 3. Voilà, le 20 février. Le 20 février, janvier, pardon. Voilà. Le 20 février, c'est à côté, hein, ça va vite arriver. Il faut aller. Il faut y aller. Et puis, par contre, l'idée, ça serait d'attirer les jeunes, en fait, parce que c'était la volonté de Mohamed Kouassi. C'était que les jeunes, la jeunesse algérienne, connaissent son histoire, connaissent les figures emblématiques de la révolution algérienne et tout ce qui s'est passé, en fait. Bien sûr. Voilà. Et vous-même, hein, petit, vous disiez dans un entretien que... C'était un hommage que j'avais rendu. Un hommage à votre oncle, voilà. Vous découvrez dans son studio son travail de photographe. Tout à fait. Il avait un studio photo à Zirot Youssef, à Alger, où donc il présentait, il vendait même des cartes postales, des choses comme ça. Il recevait beaucoup de jeunes à l'époque. Et il leur racontait, il leur expliquait à travers des photographies l'histoire de notre pays. Ouais, un passionné de l'Algérie et de la photo. Passionné de la photo et passionné aussi, un artiste et quelqu'un qui était très patient, il prenait beaucoup de temps avant de prendre des photos. Il fallait réfléchir, bien sûr, c'est pas juste je clique et... Ah, c'est pas comme aujourd'hui avec les le téléphones portables. Ouais. Et avant, c'était payant, des pellicules, ça coûtait cher. Ça coûtait cher. Et des fois, il y avait même pénurie. Oui. Voilà. Je me tourne vers vous, Younes Issiarham. En visitant le site que vous avez consacré à Mohamed Issiarham, on découvre 4 rubriques, donc une biographie, un fonds documentaire, un catalogue raisonné et un musée des horreurs. Vous allez nous dire pourquoi vous l'avez surnommé comme ça. Pouvez-vous nous les présenter succinctement et pourquoi avoir choisi d'organiser le site de cette manière? Alors, en fait, le site, au départ, c'était une plateforme de mise en relation, en fait, parce qu'effectivement, on était sollicité par de nombreuses personnes, par celui qui connaît. C'était un peu difficile, on avait donc des galeries pour des authentifications et autres. Alors, on a voulu d'abord, avec Katia et Mohamed, mon frère, on a voulu faire une biographie, mais véritablement qui donne la place à ce que mon père a exprimé. Donc en fait, si vous la regardez de près, on a vraiment fait un gros travail d'extraction de tous ces témoignages pour que vraiment il y ait une compréhension de l'artiste. Alors elle est longue, elle est volontairement longue. Vrai. On s'est même demandé si c'était judicieux de faire ça, mais comme on veut fournir cette information gratuitement, on n'a évidemment pas hésité à y aller. Celui qui a la motivation pour la lire fera l'effort. Le catalogue raisonné, il s'enrichit au fil de l'eau. C'est-à-dire que si vous regardez, il y a des thématiques qui apparaissent, ça demande beaucoup de travail, parce qu'on fait un travail vraiment d'analyse de documents, d'œuvres, etc. Voilà, juste pour rappeler aux auditeurs, c'est vous-même, hein, vous faites ce travail-là, ouais, oui. On le fait nous-mêmes, effectivement. C'est encore une fois, il faut rendre hommage encore à ceux qui nous ont précédés. Hein. On a aussi le sentiment d'avoir effectivement constitué une base qui nous permet de faire ce travail-là. Voilà. Donc ça c'est pour le fond documentaire, pardonnez-moi, pour le catalogue raisonné, je crois que je parlais du catalogue raisonné, oui, catalogue raisonné. Alors on ne peut pas le mettre à disposition comme ça, c'est trop de documents, enfin le site exploserait, hein. Donc on est obligé de répondre à des sollicitations. Celui qui va avoir des informations sur une période spécifique, on est capable de lui fournir l'information. Le fonds documentaire, même chose, il ne s'agit pas là des œuvres, il s'agit d'un fonds documentaire, donc tout ce qui constitue l'histoire de l'artiste, il peut y avoir des éléments d'information essentiels pour mettre en perspective les œuvres de l'artiste, hein, de manière solide. Et puis pour finir, le fameux catalogue des horreurs. On a un des gros objectifs, ce qui nous occupe énormément avec les maisons de vente. On est très sollicité, il y a énormément de fonds. À travers le monde, Younes Issiarham? Tout à fait. Alors, on a eu Londres, on a eu Paris, on a eu plusieurs pays, donc en l'occurrence, qui nous ont sollicité. Alors,
On nous demande d'authentifier des œuvres parce qu'il y a énormément de faux qui ont été vendus et donc il y a un gros travail d'identification des faussaires, d'identification des œuvres et on essaie de faire ça comme on a une responsabilité juridique. Hein, si vous dites que c'est un faux, bien sûr, parce que vous êtes ses héritiers. Oui, voilà, et puis on peut se tromper aussi. Donc on a mis en place un processus qui nous évite des erreurs, mais en tout cas on fait ça avec beaucoup de sérieux, on se déplace beaucoup pour aller voir les œuvres, pour être capable parfois d'authentifier. Sinon, voilà. Alors justement, Younes Issarhem, quand on parle d'authentifier, pouvez-vous nous dire quels sont les critères pour authentifier une œuvre d'Issarhem? Alors, nous on a 4 critères fondamentaux pour le faire et 3 conclusions. Alors d'abord les conclusions, c'est un authentique au risque de l'acheteur ou c'est un faux. Authentique, risque de l'acheteur ou c'est un faux. Parce que parfois on n'a pas la réponse. Et donc là on est obligé de dire, il ne va pas au catalogue raisonné, donc l'œuvre en question c'est au risque de l'acheteur, nous on ne peut pas répondre. Pour ce qui est des critères, il y en a 4. Le premier, c'est la présence ou pas d'une signature, mais c'est pas bloquant du tout, parce que la signature peut être absente et l'œuvre judicieuse. La deuxième chose, c'est la technique employée. Évidemment, voilà, la connaissance des œuvres nous facilite l'analyse. Il y a des œuvres sur lesquelles effectivement on va retrouver la patte du peintre Mohamed Issarhem, d'autres ou non. Le thème, il y a des thèmes que mon père n'a jamais abordés, par exemple des natures mortes. On nous a amené des natures mortes avec des fleurs par exemple, typiquement, et donc on a été obligé de leur dire que non, on n'a pas identifié dans le catalogue raisonné ce type de travaux-là, donc on ne les qualifie pas. Et puis pour finir, il y a simplement l'histoire, c'est-à-dire que nous on a l'avantage de connaître l'histoire, les amis, etc. Donc parfois on nous dit voilà, telle période avec telle personne, et là on retrouve nos petits, comme on dit, et on considère à ce moment-là que ça correspond à ce que nous savons de l'histoire de notre famille, du pain de nos amis, de tout ce qui a pu déterminer. Donc c'est les 4 critères qui nous permettent d'écrire un rapport. Alors on écrit le rapport et puis on le diffuse, on le transmet à la maison de vente. D'accord. Voilà. Alors depuis que vous avez lancé ce site Younes Issarhem, est-ce qu'on a fait appel à vous? Oui. Combien de fois? J'en ai pas très nombreuses fois. Oui, très nombreuses fois. Donc Christie's Islandre, Milan Paris, enfin on est vraiment sollicité par de nombreuses maisons de vente. J'en ai vraiment de très nombreuses fois, mais pas seulement pour des authentifications, également pour des informations. Donc Pologne, MoMA de New York, etc. Donc ils nous sollicitent. L'avantage du digital, c'est qu'on est disponible, on est présent partout. Donc oui, on a fait plusieurs teams avec ces gens-là pour essayer de comprendre quels étaient leurs besoins et y répondre. Donc oui, c'est très intéressant parce que ça nous permet aussi de découvrir des choses, des filières. Enfin, c'est voilà. très passionnant. Mais alors, est-ce qu'il y a eu beaucoup de faux que vous avez découverts et que vous n'avez pas pu authentifier, évidemment, Younes? Alors, en fait, donc depuis qu'on a repris, donc on a mis en place la plateforme, c'est vrai qu'il y a eu des faux qui nous ont échappé avant. Donc malheureusement c'est comme ça. Mais depuis, ça commence à être très difficile. Les gens commencent à nous connaître. Franchement, typiquement, il y a de moins en moins de faux, même chez nous, il y a de moins en moins de faux. Il faut savoir que on a identifié des filières, on a dénoncé des filières. Et évidemment, notre objectif, le seul, c'est de défendre les acheteurs et éventuellement les vendeurs. Bon, malheureusement, parfois il y a des victimes collatérales et on ne peut pas faire grand-chose. Par contre, on a, je pense, pas mal bousculé les choses. Il y a ceux qui étaient tranquillement en train de faire des faux à la chaîne, ils ont commencé un peu à se poser des questions sur Msrelada, donc ils ont commencé un peu à faire attention. Donc aujourd'hui, on commence... Je pense que c'est pas juste un début, mais on commence à être assez connu sur le fait d'être vigilant là-dessus. Il y a de moins en moins de faux, mais dès qu'il y en a, ils sont dénoncés. Si vous allez sur le site, vous allez voir tous les faux qu'on a identifiés. D'accord, ils sont répertoriés. Ils sont répertoriés, donc c'est typiquement, si vous voyez une œuvre, malheureusement, si vous l'avez achetée, elle risque de s'y trouver, et ça ne peut rien. Alors Younes Issarhem, quel est le tableau qu'on a le plus reproduit, le plus faux? Alors, en fait, il y a faux et contrefaçon. Donc, nous, c'est bien, le titre, c'est bien ça. En fait, très franchement, personne n'a vraiment réussi à reproduire. Il y a une œuvre, par contre, je n'ai pas le titre en tête, qui a été copiée. Donc, en l'occurrence, c'est un faux. Par contre, il y a énormément de contrefaçons, plus que des faux. Voilà. Contrefaçon, ça veut dire qu'il y a une imitation de l'œuvre d'Issarhem. D'accord. Voilà. Younes Issarhem, restez avec nous, si vous permettez. Kwasi aussi, on va vous faire écouter un extrait que j'ai choisi qui représente la pensée de Mohamed Issarhem. C'est passé au niveau de la télévision algérienne, un très bon documentaire. J'espère que vous aurez l'occasion de le revoir. Si vous l'avez raté, en tout cas, il est sur YouTube. Et elle se résume, donc dans cet extrait, je pense que toute la pensée d'Issarhem se résume. Et vous allez réagir juste après. Mettez vos casques, messieurs. Je considère qu'un pays sans artistes, c'est un pays mort. Que notre pays est vivant, qu'il a besoin de ces artistes, que notre société a besoin d'artistes. J'ai été moi-même surpris par les goûts des gens qui constituent aujourd'hui ma société. Ceux-là même qui tout d'un coup ont tout oublié, tu vois, et qui aiment la fleur, sans l'avoir plantée. Qui aiment la fleur. Moi je les déteste, les fleurs.
Je les déteste. Tout d'un coup, on nous propose des fleurs en matière plastique qui ne fanent jamais. Tu vois les économies à quel niveau on les fait? Et pourquoi je m'évertuerais moi à peindre des fleurs? Non. Moi je suis fait pour les rappeler à l'ordre, pour leur rappeler qu'ils ont traversé des moments pénibles, des moments difficiles qu'ils ont tendance à oublier. Mais je suis quand même resté fidèle à mes personnages. Mes personnages sont algériens. Mes personnages n'ont pas déliré, ils ont subi. Mes personnages sont tous été torturés. Remontez un petit peu l'Arabia, vous allez voir. Remontez, vous allez à travers une robe de l'Arabia, la fleur est dans la robe. La pièce, même la petite pièce qui vient s'ajouter à la robe parce que déchirée, eh bien, à sa petite fleur. Parce qu'on a choisi la pièce. Mais c'est ça l'art. C'est ça l'art. Une belle chanson qui a été reprise par Moussé Hakim, l'ancien groupe Zebda. Évidemment, vous l'avez reconnu, c'est Cheikh El Hasnaoui. On continue notre émission en compagnie de nos invités. L'Instant Culture, on a le plaisir donc d'avoir en direct avec nous le fils de Mohamed Issakhem, Younes Issakhem, et le neveu du photographe Mohamed Kouassi, Riyad Kouassi. Alors, est-ce que vous pouvez réagir, Younes? Est-ce que ça représente cette conception de l'art revendiquée par Mohamed Issakhem, ce qu'on a écouté à l'instant? Oui, tout à fait. Si vous voulez enlever le... Ouais, peut-être, ok, ouais. allez-y. En fait, tout à fait. Les extraits que vous avez pu, finalement, enfin, vos extraits sont vraiment représentatifs. Vous y retrouvez, quand vous regardez une œuvre d'Issakhem, vous voyez deux choses. Vous voyez d'abord des couleurs. Donc, il parlait des robes, dans l'Arabia. Donc, les robes, ce patchwork en fait de couleurs. Ce patchwork de couleurs, c'est comme ça que s'habillaient nos grands-mères, etc. Et ce patchwork de couleurs, quelque part, du pays Chaoui, le Sahara algérien jusqu'au nord, on retrouve finalement c'est là qu'on retrouve nos couleurs. D'une certaine manière, c'est ça nos couleurs. Et au-delà de ça, si vous regardez les personnages, vous voyez dans leur visage une douleur. Il y a une douleur, il y a quelque chose. Ils sont déformés, ils ont un regard. Et là, vous noterez que le regard, c'est un expressionniste, abstrait, mais un expressionniste. Et donc, vous voyez dans le regard, finalement, cette douleur, cette souffrance qui rappelle dans cet extrait en disant « Je suis là pour les rappeler à l'ordre, pour rappeler qu'ils ont passé des moments difficiles, qu'ils ont tendance à oublier. » En parlant de la guerre de libération nationale. Oui, de la colonisation, c'est-à-dire, Khalaouna, les Français sont partis et ils nous ont débarrassé le plancher. Et en même temps, nous, les Algériens, en train de se demander, alors, on est qui au fond? C'est quoi notre... L'âme, profondément, le problème d'un artiste, c'est d'exhumer l'âme des Algériens. Donc c'est un peu ce qu'il a essayé de faire avec d'autres de la génération des années 30. Oui, même Kouassi, bien sûr, Kouassi. Même, exactement. Ça vous a parlé ce passage, Riyad? J'ai fait le parallèle avec la douleur dont il parlait Younes Issakhem, c'est que dans les photos post-indépendance qui sont exposées au Bastion de mon oncle, on voit cette douleur dans les personnages. Cette souffrance, cette douleur, ce vécu dans leur visage, vraiment. C'est-à-dire c'est des photos qui provoquent, enfin comment dire, qui nous interpellent. Voilà, on sent qu'il y a eu de la souffrance, on sent que c'est des couches comme ça. Toutes les photos en noir et blanc, non, c'est des photos en couleur. Là, je parle des photos en couleur. La deuxième partie. Voilà, est-ce que toutes ces photos de Mohamed Kouassi, pas toutes, mais quelques-unes en tout cas. Quelques-unes, je pourrais vous les montrer là sur mon téléphone. Oui, c'est vrai qu'on est en streaming vidéo, mais je ne sais pas s'ils pourront les voir. Mouni, est-ce qu'on peut les capter? On ne peut pas les capter. Voilà, il faut vraiment agrandir. Ouais. Mais alors, qu'est-ce que les questions que se posaient les jeunes en visitant l'expo photo de Mohamed Kouassi? Moi, j'ai pas eu beaucoup de retours là pour le moment. Sur place, quand vous êtes quand j'étais l'intérêt, la tranche d'âge. Alors il y a un peu de tout, disons que... Bon, moi-même j'ai emmené même mes enfants, pour vous dire, pour les sensibiliser. Ils sont très jeunes, mais voilà, et d'ailleurs je leur avais déjà parlé de lui, je leur avais montré des photos, des vidéos, des choses, et ils s'en rappelaient, vraiment, donc, parce qu'il y a des photos d'enfants aussi, de réfugiés. Il y a à un moment donné une photo très très émouvante d'un moudjahid qui retrouve son fils, juste à la fin de la guerre. Et là, donc, Mohamed Kouassi a capté ce moment, ça a été pris un moment très très précis où il va l'enlacer dans ses bras comme ça, et puis, il y a le sourire de l'enfant comme ça qui revoit son père après, je sais pas, peut-être des années de séparation. Elle est très très émouvante cette photo.
Et donc, à travers ces photos-là, j'ai pu rentrer, leur raconter un petit bout de l'histoire. Et donc de la guerre de libération nationale, Voilà, de bon, savoir que sans on a rentrer été dans les détails. colonisé. Oui, C'est des questions qui se posent, j'imagine. oui, 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 ils le savent, oui, oui, ils Oui. le savent, oui. Alors on revient, Younes, donc il y a eu trois phrases magnifiques dans cette intervention du regretté Mohamed Serrem. Mais est-ce qu'on pourrait parler quand même ou définir sa conception de l'art qu'il revendiquait, Mohamed Younes? Alors, il a effectivement, pour Mohamed Serrem... Surtout, oui, concevoir son algérianité. Alors, d'abord, il voulait être, il le dit souvent, à la hauteur de son peuple. Pour lui, l'art n'a aucun intérêt si c'est un art snob, dans des salons avec plein de gens qui s'esclavent devant des œuvres qu'ils ne comprennent pas et qui font semblant de les comprendre. Donc, il était extrêmement violent vis-à-vis de ce genre de choses, et tout le monde se souvient, en tout cas à cette époque-là, de parfois certaines réactions qu'il pouvait avoir. Donc, la première chose qu'il a voulu, c'est que l'art soit accessible à son peuple. Pour lui, l'artiste était militant, donc il y avait deux choses. Un, l'artiste est un militant, après, on peut contester cette position, en tout cas c'était la sienne, et avec une mission particulière après l'indépendance. Et puis d'un autre côté, il faut se mettre aussi à la hauteur de son peuple, il faut le respecter. Ce qu'il dit, c'est pas se mettre à la hauteur au sens du dénigrement, c'est le contraire, c'est le sens du respect. C'est-à-dire pas commencer avec de l'abstrait, on va dire un peu abscon, face à une population qui a besoin d'abord de se connaître, qui a besoin de se construire finalement. Voilà quelles étaient ces deux conceptions. Et peut-être toujours rappeler d'où nous venons et qu'est-ce que cette tendance qu'on a oubliée. Il le rappelait dans son intervention. Bien entendu, exactement. On parle effectivement, il y a la guerre d'Algérie, donc il y a cette période-là, mais ce que les gens oublient, même parfois nos voisins de l'autre côté de la Méditerranée commencent un peu à comprendre que Bugeaud, c'était pas seulement, il y a eu des millions de morts, il y a eu 1 million de morts dans l'ensemble, de gens qui ont été massacrés pour que ces personnes-là occupent du territoire. L'Algérie a souffert de cette colonisation sur la période de 130 ans, et peut-être bien plus au début. Même après, je dirais même transgénérationnel. Voilà, ça, exactement. Oui. Exactement, et au fond, c'est cette empreinte, finalement, cette empreinte-là que Mohamed Serrem a imprimée par rapport aux photographies de Kouassi, c'est finalement complémentaire. Il s'agit de... Tout à fait, le lien est vite fait. Bien entendu, c'est deux expressions différentes d'une même douleur en réalité. Donc c'est un peu ça l'approche. Mais clairement, il y avait du militantisme chez Serrem Mohamed qui était très fort. Voilà. Politique. Et Mohamed Kouassi, est-ce qu'on sentait à travers ces photos, Ria, de la souffrance? Bien sûr, évidemment. Ouais. D'ailleurs, j'ai retrouvé une photo en couleur, là. Je sais pas où est la caméra. Oui, là, derrière vous. Je sais pas si on arrive à la capter. Oui. Ouais. Voilà, c'est des photos du sud, des photos de l'intérieur du pays. On sent quand même... que ces personnes-là, ayant connu ce qu'elles ont connu, elles pourront jamais réellement être heureuses et vivre. Bien sûr, parce qu'elles ont vécu. Alors, il était photographe aussi au quotidien El Moudjahid. Oui, il était photographe, voilà, oui, bien sûr. Oui. Ouais. Donc, est-ce que pendant la guerre de libération ou même après, parce que la photo, c'était son métier. C'était son métier, c'était sa passion. Oui, il en a fait son métier, oui, évidemment. Quelle est votre question? Je veux dire, est-ce que tout le temps, il a été dans la souffrance, même après, à l'indépendance? Lui-même Oui, lui-même. Oui, non, ses c'était... œuvres. Pas forcément, non. Non, c'était c'était un artiste, c'était quelqu'un qui aimait vivre, qui aimait partager, transmettre. Non, il n'était pas... C'est pas le cas de Mohamed Serrem, non, Younes? Oui, est-ce que vous pouvez nous... Il y avait de la souffrance dans son travail? Alors, oui, il y avait de la souffrance, et puis dans sa vie, il faut savoir, il y a eu quand même cet événement familial dramatique qui a été la Grenade, qui a fait que c'est un survivant. Mais est-ce qu'on peut peut-être rappeler l'histoire, Younes, si vous voulez? Oui, bien sûr, l'histoire est simple, c'est au débarquement américain de 42, donc lui, il était jeune, en forme, tout ce qu'on veut, donc il était le chef à l'Islamia, avec des amis, relisane, une vie tout à fait normale. Et puis un jour, il décide, en s'amusant, d'aller récupérer une grenade dite dégoupillée. Donc la grenade était indiquée dégoupillée. Il la ramène chez lui, la grenade explose. Il était jeune, il voulait s'amuser, c'est ça? Voilà, il était adolescent, oui, il avait 16 ans. Donc voilà, la grenade explose, meurent 2 sœurs et un neveu. À la suite 2 sœurs à lui et son neveu. 2 sœurs à lui, dont une Yasmine, de ses petites sœurs, qui l'adorait. Vous savez, les petites sœurs en général suivent beaucoup le grand frère. Donc bien sûr. il l'a vu, il est passé 2 ans d'hôpital de manière entrecoupée. Un
un jour il se réveille, il voit sa sœur, on lui amène quand même sa sœur, il la voit, et puis c'est qu'en rentrant chez lui que sa mère lui dit finalement ta sœur est morte. Donc vous voyez un peu le niveau de traumatisme. Et en fait, il a grandi dans cette culpabilité-là, sans qu'à aucun moment, donc toute sa vie, il a recherché aussi. Mais il y a aussi son corps, peut-être pour dire voilà aux auditeurs. Il a perdu son bras en 3 étapes. Donc il a perdu son bras découpé en 3 étapes, donc 2 ans de souffrance atroce. Il dit lui-même soigné à l'eau de Daquin, donc à l'époque c'était la restriction de guerre. Donc coupé 3 fois suite à des gangrènes diverses et variées, donc de la souffrance terrible. Une infirmière lui met un crayon dans les mains et découvre qu'il a un talent pour le dessin. À quel moment? Alors, pendant son hospitalisation, donc Pas avant, hein. Non, absolument pas. Et là aussi, il le dit lui-même, pour mes grands-parents, artiste, c'est pas un métier. L'art, être artiste, ça n'avait pas un sens surtout à ce moment-là, j'imagine. Ouais, bien entendu. Et puis même aujourd'hui, pour des gens, d'ailleurs, c'est pas une question, c'est que c'était des commerçants, ils voulaient que leur fils aîné devienne comme eux, commerçants. À Relezane, ils avaient des hammams, tout simplement. Et donc voilà, et il a, il a dû à un moment donné trouver son chemin dans cette ambiance dramatique, avec cette culpabilité-là. Voilà, en gros, alors, du coup, ça ne l'a jamais vraiment quitté. Et il a toujours voulu donner du sens aussi à son art. J'ai pas fait tout ça pour ça, je suis vivant pour quelque chose. Vous voyez, un peu ce syndrome-là quand même fort chez Mohamed Issiar. Mais dans tous ces tableaux, Younes, on sent cette souffrance, ça ne l'a pas quitté à un moment donné de sa vie? Alors, en fait, non. La souffrance, il y a sa souffrance personnelle et il y a son combat d'artiste. Il y a deux choses. Par contre, son militantisme et sa recherche permanente de la vérité, du combat, etc., celle-là, vous savez, les deux sont liés. Maintenant, de quelle manière l'un... Vous voyez ce que je veux dire, entre son projet d'artiste et sa souffrance personnelle. Par contre, les deux sont fortement liés, et quand il a beaucoup représenté la femme, il y avait beaucoup de sa mère là-dedans, il y avait beaucoup évidemment de cette relation tumultueuse, mais pas du tout. Sa mère a toujours été là dans sa vie. Dans sa vie, jusqu'à la fin de sa vie, sa mère était là. Par contre, avec elle, c'est un peu je n'absous rien et je ne dis rien. Donc, vous savez, c'est ce genre de distance, cette dignité des femmes kabyles, où on ne se dit pas toujours les choses, et lui, il aurait peut-être voulu parfois qu'elle lui dise les choses plus ouvertement que le contraire. Mais il a toute sa vie essayé de démontrer à sa mère, là on l'oublie, mais c'est un être humain, donc il a voulu démontrer à sa mère qu'il était capable. Bien sûr. Et il dit toujours, ce qui compte, c'est de ramener le couffin à la maison. Évidemment, en tant qu'artiste, il n'y a rien de plus incertain comme vie, il n'y a rien de plus chaotique. Et ça n'a pas marché tout de suite pour lui, Younes Issiar. Pas du tout, oui, voilà, c'est pour dire, on n'a pas... il n'est pas devenu ce qu'il est, je veux dire, c'est peut-être vers la fin de sa vie. Il a toujours eu une reconnaissance évidemment forte, puisque au moment de son décès, la RT avait déjà fait un film. Par contre, c'est la vie d'artiste de l'époque, c'est quoi? Il n'y avait pas de marché de l'art, il n'y en a déjà pas aujourd'hui. Donc, en tout cas, il est chaotique aujourd'hui. Donc, à cette époque-là, il ne vivait que parce qu'il était prof à l'école des Beaux-Arts ou chef des portraits robots à Bouzaréa. Donc, il avait pas, voilà, c'était pas il n'y avait pas, encore une fois, si les œuvres ne se vendaient pas, il n'y avait pas de prix à cette époque-là. Et dans le site que vous avez créé avec votre frère et votre sœur, Younes Issiar, vous revenez sur tout ce parcours-là, mais vous avez aussi parlé de comment identifier l'œuvre. Il y a une question qui se pose. Est-ce qu'il arrive que l'œuvre d'Issiar ne réponde pas à aucun des critères, et pourtant vous l'attribuez à votre? Est-ce que c'est arrivé dernièrement, et est-ce que vous pouvez nous raconter? Alors... c'est arrivé, des fois que vous avez l'œuvre, mais il y a peut-être sa signature, mais c'est pas... vous voulez dire où on ne reconnaît pas que c'était un Issiar, voilà. Et que c'est un Issiar. Et c'est un Issiar. Alors en fait, vous l'avez raconté. Voilà, exactement. En fait, ce qui est clair, je prends juste quelques exemples. Il a parfois répondu à des commandes d'amis, de potes, comme on dit. Donc typiquement Nachet, la collection Nachet est un bon exemple de ça. Où vous retrouvez des œuvres que vous n'arrivez pas à placer dans le catalogue raisonné. Vous n'arrivez pas à la placer dans cette historiologie de l'art. Voilà. Donc effectivement, dans ces cas-là, clairement, on est obligé de considérer que dans ce cas-là, si on ne reconnaît pas, ça doit être présent au catalogue raisonné. Il n'y a pas le choix. On ne va pas authentifier. Malheureusement, il y a peut-être des œuvres qu'on ne va pas authentifier alors qu'elles le sont dans ce contexte-là, mais ça, pour le coup, on ne prend pas la responsabilité. On est obligé d'être rigoureux là-dessus. Alors, il y a combien de retours sur ce site? À la fin de l'émission, il faut rappeler, donner l'adresse exacte pour que les gens puissent se connecter. Il y a combien de suivis? Alors, depuis que vous l'avez lancé, ça fait à peu près... Alors, ça fait un an et demi. Un an et demi, je dirais, oui. Voilà. Un an et demi, 2 ans. Alors, il y a ça, il y a un portail également Facebook qui est plus dynamique pour amener des informations. Donc,
Donc effectivement, sur le site, on a en moyenne 1500 visites en moyenne, hein, donc avec des hauts et des bas, donc ça c'est vraiment la moyenne. Et puis surtout, et c'est ce qui pour nous satisfait beaucoup, c'est que le mail marche beaucoup. On est sollicité par beaucoup d'institutions et c'est ce qu'on voulait, c'est-à-dire que les gens arrivent à accéder, ceux qui ont besoin, arrivent à accéder finalement à nous, finalement, à cette information. Mais quel genre d'information? Qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce qu'on recherche quand on va sur le site de Mohamed Siarham? Alors, souvent, c'est des chercheurs qui ont des thématiques particulières. Ça peut être le panafricain, ça peut être simplement les expositions, les Algériens, l'Algérie et la décolonisation, hein, donc 57. On a eu donc des sollicitations par le musée d'art moderne de Paris, ce genre de choses-là. Donc, en fait, c'est des thématiques, on nous appelle pour nous demander des informations particulières. Indépendamment évidemment des authentifications qui elles aussi nous parviennent par le biais du site. En fait, dans le portail en bas, vous avez un mail également, donc contact fonds, et ce mail-là, effectivement, il est très actif. Il arrive à son destinataire. C'est ce qui aujourd'hui nous intéresse beaucoup. D'accord. Alors, est-ce que vous menez d'autres actions pour préserver l'œuvre de celui qui est considéré comme le plus grand peintre algérien, Younes, en dehors du site et du portail? Le site n'a aucun intérêt sans le fond documentaire. Donc en fait, notre principal travail aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la conservation. Donc en fait, notre boulot, ça consiste à digitaliser les documents, à faire en sorte qu'ils puissent être pérennes et partageables. Donc le gros de notre travail, c'est surtout celui-là. On a une masse d'informations et de documents importants. On a rassemblé 3 fonds. À votre niveau, hein. Ah oui, à notre niveau, ouais, donc assez importante. Comme vous le savez, au niveau des peintures, nous, depuis du vivant de mon père, notre philosophie, c'est la conservation des œuvres, c'est les musées. Donc évidemment, il y a eu les dons de Jafar Rinal, il y a eu nos dons à nous en 2002 au musée musée du Mama. Alors au musée du Mama pour Jafar Rinal, nous c'était au musée des Beaux-Arts d'Alger en 2002. Et donc nous on a donné donc des œuvres, et l'objectif, il y en a plus de 40, hein. Donc l'Algérie dispose d'un patrimoine d'œuvres d'Issiarham énorme. Donc je ne peux qu'inviter les Algériens évidemment à nos compatriotes à y aller, à taper à la porte des musées. J'espère que le Mama, je profite d'un petit message subliminal pour dire que clairement, j'espère que ce musée retrouvera des jours plus heureux. Oui, réouvrir ses portes pour qu'on puisse aller voir les expositions, les tableaux d'Issiarham. Exactement, puisque au niveau structurel, il a quelques difficultés. Donc j'espère qu'on va vraiment faire quelque chose. Mais là, le patrimoine d'œuvres dont dispose l'Algérie est énorme. Il est de plusieurs millions d'euros. Hein. Donc il faut que là-dessus, les Algériens en profitent. C'est pour ça que tout ça a été fait. Donc tout ça arrive. Donc pour vous, il y a préserver ce patrimoine-là. Voilà, les œuvres plus les documents. Plus les documents. Alors, les œuvres dans les musées. Et les documents, alors qu'est-ce qu'on peut trouver au niveau du site? Donc vous partagerez, si les chercheurs demandent, donc tous les documents sont accessibles? Oui, tout à fait. En fait, nous, tout est accessible. Vous savez, encore une fois, il faut rendre hommage à Nadia Siarham, ma mère, rendre hommage à Jafar Rinal. À Jafar Rinal qu'on salue, bien sûr. À Souad Safi qui nous a... Voilà, j'espère qu'elle est à l'écoute. J'espère qu'elle est également, exactement, qui nous a permis aussi de conserver beaucoup de ces documents. Voilà. En fait, comment dirais-je, il y a un grand nombre donc, de documents dans ce fonds, et donc votre question portait sur la nature. Oui, voilà. C'est ce qu'il y a dedans. Alors, il y a vraiment une nature très différente. Il y a parfois des brouillons, donc des travaux, hein, donc des billets de banque non achevés, enfin tout ce qui nous... Oui, parce qu'Issiarham a fait des billets de banque. Mais bien sûr, voilà, il faut le dire. Il n'y a pas que les œuvres peintes, il y a aussi tout ce qu'il a fait à côté. Donc, il y a évidemment ces œuvres-là qui sont conservées particulièrement, typiquement des plaques gravées qu'on a pu produire pour avoir justement un rendu. Mais il y a aussi tout simplement toutes les informations, comment on appelle ça, fiches de mission, quand il est parti au Vietnam par exemple. Donc tous ces éléments d'information historique qui permettent de contextualiser son histoire, les diplômes des Beaux-Arts d'Alger, des Beaux-Arts de Paris, enfin les années, vous savez, le programme, les ateliers auxquels il a participé, enfin vraiment une masse très importante de documents. À telle enseigne qu'on ne peut pas le mettre dans le site, je crois que tout le monde peut le comprendre. Donc, quand on nous sollicite, on dit on vous a donné un moyen de nous contacter, nous sommes à votre disposition, tout est disponible gratuitement, on fait l'effort et on vous les met à disposition. Vous devez juste, et pour finir là-dessus, une condition, dites-nous le secteur où vous voulez agir, parce que c'est trop massif pour vous envoyer tous les éléments. Est-ce qu'il y a des écrits de Mohamed Siarham de lui-même? Est-ce qu'il écrivait un peu ses mémoires, ses souvenirs, des petits... Rien du tout? Non, il n'y a pas quelque chose comme ça En fait, ce qu'il y a chez nous, mais ça c'est très personnel, il y a toutes les lettres. Les lettres qu'il a pu envoyer. En fait, ce qui est important, c'est que quand il a envoyé ces lettres-là, ça nous permet de détecter ou de relever des états d'âme.
Nous, le problème, c'est que les œuvres, si vous les regardez juste comme ça, sans mise en perspective, vous ratez beaucoup de choses. Et en fait, nous, notre travail, c'est effectivement de prendre connaissance de tous ces courriers, les courriers qu'il a pu envoyer à droite et à gauche avec Kateb Yassine ou avec son épouse, amis, etc. Ouais. Voilà. Et ça nous permet de déceler des états d'âme, de déceler une manière de penser, et donc de comprendre aussi l'évolution de sa propre peinture entre les années 50 jusqu'à 85. D'accord. Voilà. Est-ce que Riyad Kouassi, il y a une préservation aussi du patrimoine de Mohamed Kouassi, les photos? Donc là, l'expo, vous faites partager, les Algériens et les Algériennes vont visiter cette expo jusqu'au 20 février, mais est-ce qu'au niveau de votre famille, ce patrimoine est préservé? Alors, on est en train de numériser en fait les clichés, les photos, pour justement, parce qu'avec le temps, ça se détériore, hein, et voilà, avec l'humidité, et on aimerait justement créer une association pour justement conserver ce patrimoine et aussi faire des expositions, enfin plus d'expositions pour faire connaître son travail. Mais est-ce que tout est répertorié? Non, justement. Okay. Non, justement, on est en train de, avec les moyens du bord, de faire cela, avec une parente, avec son épouse, vous-même, voilà la famille, qui nous donne des informations sur les légendes, sur le contexte historique et tout ça. C'est très important. Combien de photos on trouverait à l'exposition, et est-ce qu'il y a une particulièrement que vous admirez de votre oncle Mohamed Kouassi, Riyad, qui vous interpelle? Il y a combien de photos qu'on peut voir au niveau de l'expo? Une quarantaine, disons, une quarantaine, une cinquantaine. Après, non, il n'y en a pas qu'une. Enfin, il y en a une. Il y a plusieurs thématiques justement. Il y a les politiques de l'époque. Il y a les militaires. Il y a les soutiens, les internationaux, le Tché dont on parlait tout à l'heure. Il y a des photos de réfugiés, de maisons d'enfants. Il y a les syndicats de l'époque qui étaient très impliqués, les services de santé de la LN, les femmes qui étaient les femmes moudjahidettes, oui. et leur rôle aussi, en arrière-plan, elles faisaient aussi tout ce qui est logistique. Il y a le sport aussi, durant la Révolution, qui était un moyen aussi de montrer la résistance algérienne à l'international. Et puis les clichés inédits qu'on est en train de découvrir en fait, en scannant les négatifs. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de photos qu'on ne connaissait pas, qu'on est en train de découvrir encore à ce jour, alors que Mohamed Kouassi est décédé en 96. Donc il y aurait peut-être une prochaine exposition pour voir certainement. Donc, certaines photos inédites. Tout à fait. Donc ce qu'on voudrait, c'est rendre cette exposition itinérante, pour justement que ceux qui ne sont pas dans l'algérois puissent y accéder. Et on aimerait aussi, rechercher et exposer de nouvelles photos pour que les personnes qui connaissent Mohamed Kouassi découvrent aussi des choses nouvelles. Bien sûr. Photographe d'El Moudjahed, de très belles photos. Hein. Allez-y, donc un dernier mot avant de nous quitter. Riyad Kouassi, donc c'est jusqu'au 20 février au niveau du Bastion 23. Voilà. Et, il y a des petites explications en bas des photos. Tout à fait, il y a des légendes, il y a un sens de la visite, et c'est sur 2 étages. L'entrée est gratuite, il faut le rappeler, donc allez-y, profitez. Voilà. Et puis on espère on va essayer de la rendre itinérante. On est en train de négocier avec la Bibliothèque nationale pour voir si on peut exposer là-bas, juste après le Bastion. C'est très bien. Donc on vous tiendra au courant. Il y a une page Facebook dédiée à Mohamed Kouassi. Ça s'appelle Photo Kouassi, photo au pluriel. D'accord. Et interactif, vous répondez tout de suite? Oui, bien sûr, oui, on répond aux sollicitations. Pareil, parce qu'on a déjà été sollicité on a déjà exposé ailleurs, hein, notamment au MUSEM, le musée à Marseille. Oui. Il y a eu une expo il n'y a pas très longtemps, c'était en mars-avril dernier, c'était au Tourcoing. D'accord. Voilà, c'était à l'Institut du monde arabe de Tourcoing. Et il y a eu aussi le musée d'art moderne de Paris en 2024. Enfin, il y a eu pas mal de choses. Donc c'est très bien, l'exposition est en train de tourner. Alors pas toutes les photos. Hein. Oui. Voilà. Par exemple, à Tourcoing, il y avait une trentaine de photos au musée d'art moderne de Paris.
C'était une expo qui a eu lieu de avril à août 2024. Et ici au Bastion 23, il y a des inédits. Il y a des inédits, voilà. Donc, et on aura de plus en plus, Inch'Allah. Donc allez-y, si vous êtes sur Alger, Blida, Boumerdes, c'est à côté, descendez, regardez cette belle photo, ces belles photos de Mohamed Kouassi. Un dernier mot avant de nous quitter, Younes Issiakhem, avec son envergure, celle de Mohamed. Issiakhem a-t-il fait école? C'est une question métaphysique là pour le coup. Est-ce qu'il a fait école? Oui, il a. Je pense avec. Non, bien sûr, bien entendu. Oui, par rapport, vous parlez des artistes, on est d'accord. Des artistes, voilà, il les a marqués, il marque encore des générations. Exactement. Par contre, on aimerait évidemment que l'enseignement de ce qu'il a pu apporter soit plus présent dans les écoles des beaux-arts, en toute franchise. Là-dessus, on peut pas considérer que ça soit satisfaisant. Ce qu'on espère par contre, c'est que notre travail va le permettre. C'est-à-dire que j'espère que demain. J'attends encore d'être contacté par une école des Beaux-Arts. J'attends encore, l'école des Beaux-Arts Mahmakan Hal. Donc là, pour le moment, on a été contacté par des Polonais, des Américains, donc le MoMA de New York, par tout le monde, pas par les écoles des Beaux-Arts d'Alger. J'espère que l'appel d'Alger, pardonnez-moi, d'Azazga, où l'école porte le nom de votre père. Exactement. Voilà. Peut-être qu'il y aura un retour à travers les ondes de la chaîne 3. Je dirais. Inch'Allah, écoute, on espère et merci en tout cas pour nous permettre d'en parler. Voilà, le site, on peut donner l'adresse avant de nous quitter? Alors le site c'est la lettre M, Mohamed, Issiakhem, I2SIAKHEM, le nom Issiakhem écrit en français pour le coup, .net. missiakhem.net. Voilà, notez-le, allez-y, il est très beau, moi j'aime beaucoup. En tout cas, vous saurez plein de choses et vous pouvez aussi découvrir toute cette biographie de Mohamed Issiakhem. Et nous contacter éventuellement voilà, si besoin. Riyad Kouassi, donc la page Facebook, on peut rappeler? Alors c'est photo au pluriel, Kouassi, Kouaci. Donc sur Facebook. Voilà, allez-y. Et il y a sa photo en noir et blanc, il est au téléphone. Vous savez, les anciens appareils de l'époque. Les meilleurs. Les meilleurs. Voilà, et ne vous dérangez pas, c'est comme les portables. En tout cas, c'est jusqu'au 20 février au Bastion 23. Allez-y voir l'expo. Et puis, appréciez aussi les tableaux de Mohamed Issiakhem. Voilà, l'instant culture est fini. Pour aujourd'hui, on se retrouve demain, même heure, même station, pour d'autres sujets de la culture comme vous l'aimez. Yamin Hash.